Notre septième édition de Parlons MAPV. Juste pour rappel, Parlons MAPV, en fait, c'est donc un webinaire et une table ronde qui concerne les entreprises du patrimoine vivant et les métiers d'art. Donc, on vous remercie à tous, toutes et tous de vous être inscrits si nombreux, et je remercie plus particulièrement Caroline Biandina et Nathalie Lacroix pour leur participation. Évidemment, toi aussi Axel. Donc, ce Parlons MAPV est initié par l'INMA et donc aborde différents sujets qui sont des sujets, des préoccupations pour les entreprises de notre réseau. Donc, aujourd'hui, on avait décidé d'aborder le thème des modes de commercialisation, les nouvelles pratiques et les incontournables. On a connu plusieurs confinements, les commerces sont fermés, la crise de la Covid a modifié en profondeur nos manières de consommer et nos habitudes. Certains modes de consommation qui étaient déjà existants avant la crise se sont vus décuplés, d'autres ont un peu battu de l'aile. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était de refaire un petit point avec vous deux qui êtes des spécialistes des modes de consommation notamment, d'un point de situation. Alors, je vous présente. On a Caroline Biandina, donc, directrice conseil du cabinet Le Herteur. Caroline, tu accompagnes les grands noms de la mode, du commerce et de l'art de vivre depuis plus de 20 ans sur des enjeux stratégiques. Aujourd'hui, donc, on travaille sur différents sujets ensemble. Aujourd'hui, on va donc passer un peu en revue avec toi les grandes tendances et peut-être des focus plus particuliers sur tel ou tel sujet. Nathalie Lacroix, donc Nathalie, on a travaillé ensemble depuis déjà très longtemps. On se connaît plus. Voilà, c'est ça. Tu es Fashion Luxury Curator depuis 5 ans, mais tu as surtout été, enfin surtout non d'ailleurs, c'est complémentaire. Voilà. C'est ça. Tu as été responsable achat pendant plus de 30 ans pour la mode et l'accessoire au sein des enseignes de LVMH et notamment pour les magasins Franck & Fils. Et puis depuis plusieurs années, donc tu as développé des pop-up et on te retrouve régulièrement à la galerie Joyce à Paris. Voilà. Donc, Axel. Donc Axel Legros qui travaille donc au sein de l'INMA dans le pôle business expertise, donc, et qui va intervenir pour aborder différents sujets sur lesquels nous on travaille aussi, qui sont des sujets relatifs à des actions pour aider au développement commercial des entreprises EPV et métiers d'art. Mais Axel est aussi en charge de tout le suivi de l'Association nationale des EPV. Donc, s'il y a des EPV qui ne sont pas encore inscrits à l'association et qui nous suivent aujourd'hui, direction la NEPV. Voilà. Donc, pour démarrer notre table ronde, alors j'ai repris les dates parce que on a une mémoire sélective qui, en tout cas la mienne, elle ne retient que les bonnes choses. Si je vous parle du 17 mars 2020, du 30 octobre 2020 et du 3 avril 2021, je pense qu'on l'a tous en tête, c'est les dates de nos 3 confinements. Donc, avant ça, on ne pensait pas que ça pouvait nous arriver. Et donc, le 17 mars 2020, on a vu toutes nos boutiques, sauf alimentation et magasins strictement nécessaires, qui ont fermé. 18 mois plus tard, donc, c'est à peu près ça, hein, on va réaborder donc le e-commerce. Est-ce que ça a vraiment explosé ou pas? Est-ce que les gens ont encore l'habitude d'aller dans les boutiques traditionnelles? On va l'aborder, mais on voit que pendant les soldes, ça n'a pas été aussi bon qu'espéré, alors que c'était juste après l'ouverture du dernier confinement. C'est plus difficile d'aller à l'étranger, hein, on ne peut pas aller faire un salon en Chine ou ailleurs comme on faisait avant. Et on a vu des nouvelles pratiques vraiment s'installer. On avait déjà évidemment le e-commerce, mais on a vu des pratiques comme le click and collect, le live shopping s'installer. Donc, voilà, on va peut-être commencer avec toi, Caroline. Est-ce que tu peux justement un petit peu en quelques mots, nous
nous parler justement de ce qui ressort principalement des suites de ces 3 confinements. Alors, nous, c'est vrai que l'observation qu'on a pu en faire, elle est principalement d'un point de vue des consommateurs, hein, parce que notre expertise, elle est vraiment là, c'est vraiment d'observer quels sont les nouveaux comportements, les nouveaux acteurs, comment vivent les gens. Alors, c'est vrai ce que tu soulignais, hein, on a tous vécu derrière nos écrans, à télétravailler, à faire des apéros en visio. Enfin, bon, bref, on a vécu quand même un véritable traumatisme, je pense, et dont on est, je pense, qu'en train de réaliser tout ce traumatisme qu'on a vécu depuis plus d'un an. Alors, ce qu'on observe d'abord, et qui est assez flagrant, c'est quand même l'accélération de la digitalisation qui est on va dire, quelque chose sur lequel les entreprises traditionnelles avaient d'ores et déjà, enfin, en tout cas, de mettre une part plus importante en termes d'investissement, en termes de répartition finalement des ventes. Donc, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'au niveau de la diffusion, enfin, on va dire des acteurs de la fast fashion et de la diffusion, les objectifs, c'était d'être à peu près à 30% de leurs ventes sur le digital. Les acteurs traditionnels de la fast fashion, alors désolé, je prends la fast fashion, on aurait pu prendre d'autres exemples, mais c'est pour montrer par rapport à un acteur. On était, avant le confinement, à quelque chose qui en moyenne était plutôt de l'ordre de 10%. Et donc, une volonté, en fait, de vraiment augmenter cette part-là et de se dire que stratégiquement, il faut absolument arriver à au moins un tiers qui soit sur des ventes en digital. Et aujourd'hui, on voit que les acteurs, on va dire, historiques, traditionnels, on est plutôt autour de 20%, mais donc c'est un mouvement qui, enfin, entre guillemets, grâce au confinement, s'est accéléré. Parce que de toute façon, enfin, c'est on va dire une voie qui est absolument incontournable et on y reviendra certainement pour demain. Donc ça, je dirais que c'est voilà, ça a été le gros enseignement. Et quand on parle de ça, on parle évidemment de ce qui se passe sur les sites e-commerce, enfin vraiment les sites de vente, mais on va voir que ce côté de digitalisation, il est bien plus large que ça. Donc c'est effectivement être plus présent enfin, consolider sa stratégie e-commerce, enfin, savoir vendre sur Internet, mais c'est encore plus travailler sur sa communautarisation, sur ses réseaux, parce que on va voir que tout se joue vraiment là demain. Donc, il y a ça, je dirais, comme premier mouvement. Et puis, quand on interroge en fait les consommateurs, on a fait une étude assez importante sur plusieurs continents pour une maison de vins et spiritueux. Et on s'aperçoit en fait que les gens, après ce qu'ils ont vécu, ils ont peut-être davantage besoin de vivre des nouvelles expériences presque que de posséder des objets. C'est-à-dire que on se rend compte que quand ils parlent justement de consommation, il y a vraiment ce besoin de retrouver du désir, qui est hyper important. Et dans le retrouver du désir, il y a vivre des nouvelles expériences. Et quand on a essayé finalement de distinguer ces recherches d'expérience, en gros, il y avait alors par rapport à l'âge, par rapport à la génération, qui vont rechercher des expériences, on va dire, plus de l'immédiateté, où l'écran, le spectaculaire, le côté show, le côté influence, etc., va être extrêmement important. Et donc, on verra que l'image du produit, elle est presque aussi importante que le produit dans cette expérience-là. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi tout ce mouvement de l'expérience du temps long, c'est-à-dire de gens qui, du coup, après tout ce qu'on a vécu, ont envie de souffler, de retrouver du sens, de retrouver du savoir-faire, du geste, de la tradition, du vrai, de tout ce qu'on a vécu sur le besoin de consommer local. Il y a vraiment ce côté-là. Là, j'étais au CIRA et c'est marrant de faire des parallèles entre notre secteur et l'alimentation. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Donc, un peu, voilà, pour, on va dire, rentrer dans le sujet, la digitalisation hyper importante, et on va voir certainement ces différents aspects,
Et puis, cette expérience voilà, du spectaculaire, du show, de quelque chose qui, waouh, et quand même, d'un autre côté, quelque chose qui apaise, qui rassure, qui ralentit aussi. Juste, Caroline, pour rebondir sur ce que tu dis, justement, en fait, sur ces deux phénomènes, et donc tu l'as bien mentionné, sur le temps long, toute la tendance vraiment très forte, hein, qui est plus qu'une tendance d'ailleurs, hein, je pense que maintenant c'est un vrai mouvement de fond sur la consommation locale, le retour du Made in France, etc. Et après, donc tout ce qui est immédiateté. Est-ce que c'est possiblement des clients, des typologies de clients différents, ou en fait c'est un même client qui peut… est-ce que vous avez associé ça d'ailleurs à des typologies de clients différents? Ou ça peut être le même client qui… Ouais, alors après, tu peux à différents endroits, à différents moments de ta vie, c'est pas aussi radical que ça. C'est vrai que nous, on a fait une typologie. Les typologies, elles sont toujours un peu caricaturales, mais ça permet quand même de positionner des choses. Mais effectivement, une personne peut très bien avoir à un moment besoin de quelque chose qui soit très chaud, qui soit très spectaculaire, qui soit cassé via l'écran, et puis à un autre moment de sa vie, de se poser, d'être sur l'autre expérience. Mais il y a quand même, on va dire, des mouvements un peu générationnels. C'est vrai que les nouvelles générations, beaucoup et je pense à la Gen Z, on a fait une étude très récemment qui s'appelait Cloud Generation, vraiment sur cette Gen Z, quand même, les choses passent par l'écran, par Instagram, par de l'influence, par des choses qu'on a prises en photo, qu'on a partagées, etc. Donc, il y a quand même sur cette nouvelle génération quelque chose qui est filtré par l'écran et par ces nouveaux réseaux. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que ça bouleverse beaucoup de choses d'un point de vue stratégique. Ah, tout à fait. Avant de te poser une petite question, Nathalie, j'en profite d'ailleurs pour toutes les personnes qui s'étaient inscrites et qui nous rejoignent. Si vous souhaitez poser des questions, le système Livestorm est un peu particulier, vous les posez par écrit. On a Axel aussi, du coup, qui surveille vos questions et qui intervient à tout moment. Nathalie, justement, pour rebondir sur ce que Caroline vient de dire, toi qui avais vraiment la super expérience du point de vente, du grand magasin. Ouais, voilà. Qu'est-ce que les pop-up et les boutiques éphémères apportent? Est-ce que déjà tu peux me donner une petite définition rapidement? Parce que peut-être la boutique éphémère, et qu'est-ce que ça apporte en plus? C'est-à-dire que je rebondis un petit peu sur ce qui effectivement était avant l'expérience grand magasin que toi tu as connu, Karine, quand en fait on était là pour dénicher des talents, permettre à des jeunes créateurs de s'exprimer dans un grand magasin. On était donc prescripteurs, c'était le rôle d'un acheteur et de grand magasin. Malheureusement, les temps ont changé, l'aspect financier est un petit peu intervenu et a gâché, je trouve, beaucoup de choses. Et malheureusement, l'offre qu'on retrouve dans les grands magasins n'est plus vraiment différenciante. On s'aperçoit qu'on a les mêmes marques un peu partout. Et les acheteurs, malheureusement, sont là pour vendre des mètres carrés au plus offrant plutôt que pour dénicher des jeunes talents et des nouvelles marques. Donc, le rôle des pop-up et moi, ce que je fais maintenant, je refais mon métier d'acheteur, mais plus pour un magasin, mais pour des pop-up. Et donc, j'essaie de trouver, de dénicher des talents prometteurs, des véritables artisans. Mon maître mot, c'était redonner de l'art à l'artisanat. Alors, l'artisanat, nous, toi, les métiers d'art, enfin, vous voyez ce que c'est. C'est vrai que le thème a été malheureusement vulgarisé. Et quand on parle d'artisanat, de temps en temps, on a l'impression que c'est quelque chose un peu bricolé, alors que c'est pas ça, le véritable artisanat, le savoir-faire, la noblesse du geste, de l'ouvrage, c'est quelque chose qui est revenu sur le devant de la scène et qui est vraiment dans l'attente de tous les consommateurs et de tous les clients qui sont justement dans des produits comme ceux que j'organise, puisqu'ils trouvent des produits différents de l'offre qu'on trouvait malheureusement plus globalement. Et du coup, tu dirais que toi, justement, c'est quoi l'avantage de faire des pop-up plutôt que d'avoir une boutique permanente? Alors, ça permet de renouveler l'offre plus
plus facilement. Il est vrai que les boutiques traditionnelles, malheureusement, enfin, il y en a de plus en plus, et on reviendra là-dessus, parce que je pense qu'il y a un phénomène incroyable qui est en train de se passer en France, avec des ouvertures de boutiques partout, de gens qui ont envie de faire bouger le commerce traditionnel. Mais néanmoins, quand on est une boutique, on est confronté aux achats, aux trésoreries, aux stocks. Et quand on a une marque, bah, il faut la vendre. On ne peut pas non plus travailler avec tous les artisans et tous les artistes qu'on voudrait. Alors que Nathalie, excusez-moi, je me permets juste de vous couper. Oui. On a pas mal de personnes qui ont du mal à vous entendre. Il y a un écho dans votre micro. Alors, je suis trop près. Je ne sais pas, mais il y a un petit écho. Et c'est dommage parce que certaines personnes n'entendent pas complètement vos propos. Peut-être que Karine, Caroline et moi, on pourrait éteindre nos micros le temps de vous laisser la parole. Mais c'est vrai qu'il y avait un écho et c'est assez dommage. Alors, on fait le test. Ça va mieux là ou pas? Ah. Vas-y, reprends Nathalie. Alors, je reprends. Je ne sais pas où je reprends, mais je recommence. L'écho, c'est sur la face au micro. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. Oui, c'est parfait. Donc, ce que je disais, c'est que effectivement, le métier traditionnel, enfin le métier d'acheteur à l'époque dans les grands magasins était donc celui de dénicher des nouveaux talents, de mettre en exergue tous ces nouveaux créateurs, et donc on avait un véritable rôle de sourcing, malheureux et de prescripteur. Donc, un grand magasin était censé être prescripteur pour une offre et pour donc permettre à des jeunes designers d'être en contact avec les clients. Malheureusement, les temps ont un peu changé. L'aspect financier est intervenu et les acheteurs dans les grands magasins vendent plutôt maintenant des mètres carrés, ce qui veut dire qu'on retrouve quasiment les mêmes marques dans tous les magasins. Et pour tous ces jeunes talents, et Dieu sait s'il y en a, qui défendent des véritables valeurs d'artisanat, de savoir-faire, c'est très difficile pour eux de s'exprimer. Donc, l'avantage des pop-up qui permet pendant une durée déterminée d'accueillir plusieurs marques, une sélection bien choisie, permet donc à toutes ces nouvelles marques de pouvoir s'exprimer autrement. D'ailleurs, Nathalie, j'ai plusieurs questions sur le chat concernant en fait ce que sont les pop-up. Plusieurs personnes demandaient des indications, un peu de détails. Alors, le pop-up, c'est une boutique éphémère qui prend lieu, enfin, il y en a certaines qui durent une semaine, 3 jours. Moi, j'ai décidé de les faire durer en général 1 mois. Donc, tous les 6 mois, j'investis la Galerie Diog au Palais Royal. Tout le monde la connaît, c'est un lieu absolument magique, fantastique, qui me permet de réunir pendant 1 mois une trentaine de créateurs. Donc, ces créateurs sont présents ou pas, mais leurs produits le sont de toute façon, bien sûr. Et on organise des vidéos, on organise des événements, des happenings pour permettre de redonner ce lien et remettre de l'humain au milieu de cette expérience client, parce que je rebondis sur ce que disait effectivement Caroline, c'est l'humain qui est vraiment au milieu de tout cela. Et le confinement nous a montré les limites du digital. On en a besoin pour communiquer, mais on a envie de toucher les produits, on a envie de voir les gens, de voir l'artiste, de comprendre ce qui l'anime et comment il travaille. Alors, je rebondis effectivement sur ce que tu dis, Nathalie, parce que l'année dernière, pendant le confinement auquel on était tous soumis, juste avant, l'INMA avait lancé un programme de pop-up également, mais en région. Est-ce que, Axel, tu peux, juste, voilà, pour nous faire un petit retour sur ce qui avait été fait, et le programme aussi en région de Excellent les pop-up qui concerne les EPV et les métiers d'art, qui va dans ce sens, justement, de… Oui, effectivement. Donc, Nathalie a parlé de ce que sont un petit peu les pop-up. Nous, en partant justement de ce concept-là, l'INMA propose pour la 2e fois cette année un concept également de boutique éphémère et itinérante, donc en rapport vraiment au moment des fêtes de fin d'année.
Et l'idée de notre pop-up est de réunir une trentaine d'entreprises EPV avec également en complément des métiers d'art dans 4 villes différentes enchaînées sur 4 week-ends, justement pour faire découvrir au grand public des produits EPV donc de qualité qui ont vraiment ce côté made in France et qui peuvent correspondre du coup à cette période et satisfaire des achats de Noël plus raisonnables. Super. Ouais, voilà, nous aussi, on a notre petit programme. Donc, alors, pour rappel, on vous donnera, parce qu'on voit qu'il y a plein de questions. Je pense que Nathalie, après, tu vas avoir plein de demandes. À l'issue juste avant de finir, on vous redonnera le contact de nos 2 intervenantes et les actualités des prochaines boutiques éphémères. Justement, alors, parce que nous, donc, à l'INMA, on travaille avec des métiers d'art et des entreprises du patrimoine vivant. Pendant le confinement, on avait fait un petit sondage pour savoir justement quelles étaient leurs premières difficultés. Et on s'est rendu compte que les métiers d'art et les EPV, très souvent, pour une certaine catégorie, participaient à énormément d'événements et de salons régionaux ou nationaux. Ces salons, on le sait, ont été tous supprimés l'année dernière. Est-ce qu'un salon régional, justement, c'est pareil que Caroline? Est-ce que tu assimilerais une boutique éphémère, un pop-up, à un salon régional? Qu'est-ce qui peut diverger de l'un à l'autre? En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que aujourd'hui, les différents formats sont beaucoup plus mélangés. Enfin, je trouve qu'on est moins dans des cases et en fait, la distribution physique, enfin la présence physique, pour moi, elle a beaucoup d'avenir. Mais en fait, il faut juste se dire que ce ne sera plus la boutique comme on l'a connue précédemment. Mais en revanche, il se passe plein de choses justement dans ces espèces de mélange de formats. Nathalie, tu disais tout à l'heure redonner de l'art à l'artisanat et je pense que l'art, justement, va être extrêmement important. C'est un des axes qui va être extrêmement important pour redynamiser, pour réinventer. J'ai l'impression qu'il y a vachement d'écho. Ah oui, on va recouper nos micros. Ouais. Veillez bien à tout couper vos micros dès que vous arrêtez de parler. Donc, en fait, je pense que, par exemple, le fait de donner une dimension beaucoup plus artistique dans la boutique, c'est-à-dire que dans ce mélange finalement, et c'est vraiment l'exemple de la galerie Joyce, entre je suis une boutique, je suis une galerie d'art, c'est typiquement ces espèces de nouveaux formats, mais il y en a plein en fait. Tu parlais des salons. Cette année, par exemple, la Fashion Design Week, elle était super intéressante parce que là aussi, on est entre quelque chose qui est de l'ordre du retail, de vendre des objets, et aussi de créer l'événement. Et du coup, on n'est ni dans la boutique, ni dans le salon, mais dans quelque chose qui est un peu hybride. Et en fait, je pense que l'avenir, il se situe là, dans tous ces espèces de formats qui vont être très hybrides. Par exemple, il y a aussi quelque chose, moi, que je trouve extrêmement intéressant, que nous, on appelle un peu, enfin, pas que nous d'ailleurs, hein, les tiers-lieux, mais qui sont tous ces endroits un peu, entre guillemets, communautaires. C'est-à-dire des endroits où je vais partager soit un savoir-faire, soit mes objets réalisés, soit une idée, soit quelque chose que j'ai envie de partager avec les autres. C'est tout ce qui se passe au niveau des boutiques ateliers, des résidences, je pense à un endroit à La Rochelle qui est hyper intéressant, qui s'appelle La Matière, où en fait, l'idée, c'est de mélanger de la matière grise avec de la matière brute. Donc, c'est tous ces endroits, en fait, qui n'ont plus comme mission uniquement « je vais vendre un produit », et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'expérience plutôt que la possession. Donc, je ne suis pas là juste pour vous poser un produit avec une étiquette prix devant, je suis là pour vous faire vivre quelque chose. Et donc, tous ces nouveaux lieux, c'est tout ce qui se passe aussi au niveau des nouveaux lieux lifestyle, hein, ces hôtels qui deviennent des boutiques hôtels avec des conférences, on est à un moment où il faut oublier les cases et se dire
que il y a des nouvelles frontières, des nouvelles fonctionnalités, les lieux de seconde main, je pense il y a énormément de choses et toutes ces choses, en fait, c'est aussi comme ça pour tous les nouveaux créateurs, les nouveaux artisans. Il faut se positionner aussi comme ça, en se disant qu'est-ce que je peux apporter, moi, à cet endroit? Qu'est-ce que j'ai à dire? Quelle est ma mission? Donc, bon, ça, nous, c'est un dada, c'est-à-dire, c'est pas juste je propose un objet, c'est qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai à raconter par rapport à cet objet. Et du coup, où est-ce que je peux aller pour le raconter et que je puisse être mis en valeur, moi, et apporter quelque chose à l'endroit. Donc, c'est des nouveaux, des nouveaux partenariats, des nouvelles relations, en fait. Si je peux, juste avant de te passer la main, tu as peut-être une question, Axel. Pour rebondir, il y a une étude de la Fédération du e-commerce et des ventes à domicile, la FEVAD, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et effectivement, 89% des commerçants qui ont été interrogés, qui ont répondu, considèrent que l'association entre le commerce physique et le digital est plus que doublement gagnant. Enfin, Axel, tu avais une question ? Oui, il y a plusieurs questions dans le chat. Pour ce qui est donc des pop-up de l'INMA, on vous a mis le lien où vous pouvez aller voir en fait donc le lien vers le site où vous pouvez aller voir les différentes villes qui sont concernées. Donc il y a Nancy, Aix, Caen et Lille. On a aussi des questions, et ça je pense que ce sera plus pour Caroline ou Nathalie, sur le modèle économique du pop-up, et ça revient pas mal dans les commentaires en fait, où certains des personnes qui nous écoutent en fait considèrent que c'est cher, que c'est lourd administrativement pour les artisans. Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre du coup? Alors j'ai l'impression qu'on a perdu Caroline. Non. Je ne la vois plus. Non, je suis là. Voilà, je t'entends. Voilà, c'est bon, parfait. Voilà. Alors, en ce qui concerne les pop-up, c'est vrai que chacun a sa façon de travailler. Bon, moi, je loue un espace pendant donc un mois, et les créateurs qui participent à l'aventure, je les accompagne. Il y a un tarif d'entrée et après, je prends une commission sur les ventes. Donc, je ne pense pas que ce soit lourd administrativement. Tout le monde s'y retrouve vraiment. Et puis, il y a en dehors de cela aussi toute une dynamique hyper intéressante, je pense. C'est que les créateurs ne sont pas tous là en même temps, mais ils se retrouvent. Souvent, tous ces artisans, ils travaillent seuls chez eux, ils rencontrent personne, ils n'ont pas de feedback ni de retour sur leur métier directement. Là, ils sont ensemble, ils échangent leurs expériences, leurs tuyaux, leurs contacts, et ça donne une énergie folle à tout le monde. Et si, alors je ne me souviens plus du nom de la personne qui posait la question, Axel, mais pour rebondir sur ce que tu dis, Nathalie, en fait, les boutiques éphémères, c'est faussement simple. Ça demande encore, c'est presque plus léger justement pour les entreprises qui participent parce qu'elles ne sont pas du coup mobilisées toute une période. C'est pendant un temps T, qui est donc généralement le moment fort avant Noël, voilà. Mais en revanche, à organiser, je sais de quoi on parle, c'est énormément, c'est énormément de logistique. Mais les c'est beaucoup de travail. Et connaissant les tarifs que tu proposes, Nathalie, et ceux que l'INMA met en place, ça peut paraître cher, mais après, justement, c'est en termes de communication, de logistique, de stand, voilà. Et de rencontres, de partage et d'échanges. Voilà. Ce que tu m'avais dit d'ailleurs, c'était intéressant parce que quand on avait parlé, tu m'avais fait des retours d'expérience sur les pop-up, tu m'avais dit justement que c'est aussi bien pour les clients finaux, donc le B2C, que même à titre professionnel, parce que tu avais toi aussi d'autres acheteurs, d'autres boutiques qui venaient pendant les pop-up. Oui, parce qu'en fait, j'ai une double casquette. J'organise des pop-up, mais je fais également des salons professionnels pour des marques que j'accompagne, comme le Who's Next, comme des salons à l'étranger. Et donc, je connais les acheteurs, bien sûr, et puis ceux des grands magasins. Quand on y a travaillé, on a quand même un bon réseau. Et ils viennent généralement toujours, ils passent au moment du pop-up et donc rencontrent des marques. Et j'ai des marques qui, grâce à cela, sont rentrées, la Samaritaine, sont rentrées dans des grands magasins ou dans des boutiques en province, parce qu'on a vraiment beaucoup de très jolies boutiques en France. Il va y en avoir de plus en plus et c'est fantastique.
exact, ça se multiplie. Pour répondre, je vois qu'il y avait une question sur Philippe qui dit effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui se multiplient. Après, il faut voir l'environnement. Ça, peut-être qu'on rebondira d'ailleurs, Caroline, avec une question, c'est l'environnement quand on veut participer à une boutique éphémère ou à tout type d'événement. D'ailleurs, c'est important de voir si on est à la bonne place, si on a bien sa place là où on souhaite aller. Alors, c'est là où, en tant que fashion luxury curator, moi, je sélectionne les marques. Donc, j'ai un environnement et une identité très forte, féminine, colorée et qui me ressemble, hein, parce que malgré tout, il faut miser sur ce qu'on est. On fait bien ce qu'on aime bien, on fait bien ce qu'on sait faire, enfin ce qu'on aime faire. Et j'ai des créateurs qui correspondent à mon image et qui ne se ressemblent pas, mais qui s'assemblent. C'est sûr que je vais pas faire des casques de moto ou des choses comme ça, c'est pas mon truc. Donc, il y a une sélection. Ouais. Et du coup, Caroline, pareil, côté marque, enfin, côté entreprise qui veut participer. Oui, l'idée de la curation, je pense qu'elle est extrêmement importante. Donc, ça veut dire à la fois de la part de l'acteur, enfin comme ce que fait Nathalie, et aussi de la part effectivement de la marque, de s'être vraiment interrogée sur, je dirais vraiment au-delà de son produit, de son histoire et de sa mission. Mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Moi, ça me fait penser à, mais on en reparlera peut-être après. Il y a cette idée de curation, elle est à la fois déployée sur le physique, mais c'est aussi quelque chose qui est très très fort sur le digital, hein, parce que l'influence, la curation, enfin, sont quand même des choses qui sont pas si lointaines que ça. Il y a une appli qui s'appelle Choose App, donc Choose comme Choose-App. Et en fait, le leitmotiv de cette appli, c'est de dire craquer pour le produit ayant les valeurs qui vous ressemblent. Et donc, en fait, on rentre dans cette appli par moi, j'ai plutôt envie de made in, moi, j'ai plutôt envie d'upcycling, moi, j'ai plutôt envie de premium. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant, enfin, en tout cas, hyper symptomatique de finalement à la fois ce besoin, enfin, la curation, elle est hyper importante, et puis de se réunir avec des gens, en fait, des marques, des acteurs qui partagent une certaine vision de la vie, de la société, de choses beaucoup plus finalement presque philosophiques en réalité, ou même ça peut être aussi très matériel, mais je pense que ça vient aussi d'une manière de vivre et on a envie de se rapprocher, voilà, de gens qui finalement partagent la même idée de la consommation, partagent une même idée du beau, de l'esthétique, etc. Et donc ça signifie effectivement de choisir, c'est-à-dire de ne pas se dire « oh là là, tiens, il y a un truc qui s'ouvre pour moi, il y a un pop-up », enfin, de réfléchir aussi à qu'est-ce qui dit ce pop-up, et quand je dis pop-up, c'est aussi tous les autres réseaux, les applis et autres, quoi. Qu'est-ce qui dit, quelle valeur, quelle esthétique il véhicule, est-ce que ça me correspond, moi, par rapport à l'objet que je fais, par rapport à l'histoire que je raconte, par rapport à… Voilà. Et je crois que ça, c'est vraiment très important. Il ne faut pas, je pense, demain être dans l'opportunisme et de moins en moins, parce que les choses se radicalisent aussi au niveau des consommateurs. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire des choix. Axel ? Oui, on a une question qui vient juste d'arriver, qui est plutôt pour Nathalie, où en fait la question est posée sur la distinction entre artiste et artisan. Et la personne voulait savoir si il y avait la possibilité en fait de participer à des pop-up quand on est un artiste et qu'il n'y a pas encore de marque en fait. Oui, il n'y a absolument pas de problème. Par contre, il faut quand même avoir une société, donc même plutôt entrepreneur ou métier d'art. Mais il n'y a pas de limite et il n'y a pas de frein à ça. Il faut que ça corresponde. Alors moi, je parle de ce que je concerne, mais c'est vrai que ça corresponde à mon univers et que ce soit une marque qui s'intègre bien. Comme ce que disait Caroline, donc voilà, mais il n'y a absolument pas de frein. Mais s'il n'y a pas de marque, oui, il y a toujours une marque. Je comprends pas. Un artisan peut ne pas avoir de marque? C'est une question que je pose. Non, mais c'est intéressant justement parce qu'on a un niveau de maturité et qui est différent dans les métiers d'art. On en a qui peuvent vendre sous leur nom et qui n'ont pas forcément
la perception que leur nom est déjà une marque. C'est-à-dire que c'est aussi toute la richesse des entreprises avec lesquelles on travaille à l'INMA, hein, c'est qu'on a des métiers d'art, on va dire, j'utilise le terme puriste, mais déjà je le regrette hein, parce qu'il y a différentes manières de travailler, mais en tout cas qui vont travailler comme de la pièce unique ou des créateurs. On a d'autres métiers d'art, mais qui vont vraiment développer leur marque propre, même si c'est leur nom propre. Et puis après, on a les entreprises du patrimoine vivant. Donc, je pense que peut-être, est-ce que j'ai bien relayé la question de… Voilà, après, voilà, donc peut-être sans s'en rendre compte, son nom est déjà une marque. Mais à partir du moment où il y a un produit à vendre et qu'il y a quelqu'un derrière qui l'a fabriqué, ça existe, c'est un créateur, donc oui, c'est une marque, enfin, à mon sens. Hein. Je pense qu'il y avait aussi la distinction entre l'artiste qui va faire peut-être une pièce et l'artisan qui aura plusieurs pièces. Je pense qu'il y avait aussi une distinction sur ce sujet-là. Alors, je rebondis aussi parce que je vois qu'il y a des questions aussi sur les séries et la pièce unique. Ça, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, selon les points de vente et selon là où on se fait représenter et où on vend, on aura plus ou moins de facilité justement si on a de la série parce qu'à chaque fois, toute l'énergie qui est mise pour faire connaître son savoir-faire et promouvoir un produit, s'il n'y a qu'une pièce, c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie pour une pièce, mais même si la pièce en a que plus de valeur. D'où l'importance, je pense, là encore, Caroline, c'est vraiment de super bien choisir le point de vente ou l'événement où on va décider, auquel on va décider de participer. Hein. Oui, bah ça suit ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire si sa vocation c'est de faire des pièces uniques, mais du coup, effectivement, on n'est peut-être pas dans on est plus dans une démarche effectivement d'artiste que de commercialisation, mais oui, il y a quand même aujourd'hui, je pense à la fois des lieux physiques, mais aussi des plateformes sur lesquelles on peut être présent par des pièces uniques. Donc oui, là encore, on peut pas être partout quand on a ce désir-là, quoi. Je vois quand même plusieurs questions qu'on a justement sur le fait que il faut vraiment faire la distinction entre les métiers d'art et que c'est un signe distinctif. Ce qu'il faut effectivement savoir, c'est que d'où l'importance à chaque fois aussi, vous, les métiers d'art, de bien travailler votre image. Et je pense que ni Caroline ni Nathalie ne va me démentir, c'est que vous avez en face quand même des marques qui, parfois à tort et à raison, usurpent ou utilisent ce thème de artisanat, justement, parce que comme c'est dans l'air du temps, évidemment, elles s'engouffrent aussi dedans. Donc, il faut d'où l'importance quand vous faites des points de vente, des boutiques éphémères, d'être dans un environnement où il n'y aura pas confusion de genre. Vous serez bien avec des gens qui font comme vous. Ça, c'est important pour que justement vous soyez, que le discours soit clair. Alors, je me permets, parce que je rebondis sur ce que tu dis, Karine. Ce qui est important, j'en ai, moi, les marques que je représente, j'ai notamment quelqu'un qui fait de la gravure. Moi, je fais des vidéos dans l'atelier avant d'organiser le pop-up et les clientes ne s'y trompent pas. Elles voient la démarche, elles vont visiter l'atelier grâce à donc ces formats Instagram et ces vidéos. Et donc après, elles retrouvent l'artiste au sein de la galerie, mais elles ont vu la démarche et elles y sont très sensibles. C'est sûr que là, on voit toute la différence. Quand on est dans un atelier et qu'on voit l'artisan travailler, on ne s'y trompe pas. Alors d'ailleurs, pour rebondir, Nathalie, c'était l'une des dernières questions que je souhaitais vous poser, mais je pense que là, elle prend aussi tout son sens. Quel premier conseil donneriez-vous justement à des artisans d'art qui démarrent leur activité ? Est-ce que c'est de commencer par du digital, par des boutiques éphémères ou des salons, quand il y en a maintenant, ou effectivement d'avancer les deux en même temps? Caroline peut-être, et puis après Nathalie. Moi, j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui qu'on ne peut pas avancer si on n'est pas présent visuellement si on n'a pas une présence digitale. Moi, ça me paraît extrêmement compliqué aujourd'hui parce que beaucoup de choses passent par là. Encore une fois, moi, j'ai le sentiment aujourd'hui, mais
je me positionne dans une démarche de commercialisation quoi, du produit. Quoi, hein. C'est l'image du produit, elle est aujourd'hui, encore une fois, presque plus importante que le produit lui-même. Donc, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui créent des galeries d'art sur Instagram. Hein. Je pense à Amélie Maison d'Art, Cool People Boy Art. Enfin, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui sur le digital. Il y a beaucoup de prescriptrices qui diffusent des créateurs, des artisans, alors je ne sais pas si j'ai les bons termes, mais en tout cas des gens qui font des choses, enfin, qui créent des choses. Donc ça, moi, je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant d'aller voir tout ce qui se passe de ce point de vue-là. Je ne sais pas s'il faut dire où il faut, à mon avis, absolument cultiver l'image de ce qu'on fait. Alors, c'est peut-être triste, on peut le regretter, mais si à un moment, on a une envie de diffuser ce qu'on fait, de le montrer, de le vendre, pour moi, ou alors on décide d'être vraiment quelqu'un qui est à un endroit et qui n'a pas vocation à démultiplier, mais si on a une envie de commercialisation, on ne peut pas faire abstraction de être présent à un endroit, par un Instagram, par une présence digitale. Ça me paraît, moi, extrêmement compliqué aujourd'hui d'avancer sans ça. Et encore une fois, ça n'exclut pas évidemment d'être présent physiquement et de faire des choses physiquement, parce que moi, ce que je trouve intéressant aussi dans les marques aujourd'hui, c'est que ce n'est pas forcément des adversaires, c'est aussi des gens qui peuvent porter justement tous ces nouveaux créateurs, ces nouveaux artistes, artisans. Je pense à une marque très grand public, par exemple, qui s'appelle Sessoun, et qui crée un lieu avec une approche presque muséale où elle a envie d'inviter des jeunes créateurs, des jeunes artistes qui correspondent à ses valeurs dans ses magasins. Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre… Enfin, il faut se dire qu'il y a vraiment des nouvelles collaborations aussi qui peuvent se faire entre des gens qui sont très installés et des nouveaux, qui sont des petits, mais qui ont un savoir-faire, qui apportent quelque chose de très innovant, dont on a hyper envie. Et je crois que… voilà, le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment cultiver quand même aussi son image et puis aussi peut-être aller chercher dans ce sujet des collaborations avec des acteurs installés. Alors, ça veut dire aussi peut-être aller chercher les bons agents. Et là, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'extrêmement important sur aller chercher voilà, des gens qui vont nous représenter, qui vont pouvoir faire le lien, parce que évidemment, quand on est, je voyais un message, quand on est 10 heures dans son atelier, on n'a pas forcément le temps d'aller faire sa commercialisation, sa communication, etc. Et donc, alors je sais évidemment c'est un coût, mais nous, on travaille aussi avec des toutes petites, alors je dis marques, en tout cas des petits créateurs, enfin des gens qui font des choses et qui cherchent le bon représentant. Et ce représentant va aussi être un moyen de faire des liens avec des plateformes, avec des marques qui cherchent aussi à se donner. Alors, bien sûr, il y a une volonté de se donner une légitimité de création, mais c'est pas condamnable. Si les acteurs installés peuvent aussi faire plus de choses avec les petits, bah, tout le monde sera gagnant, et il n'y a pas les méchants et les gentils, quoi. Donc je pense qu'il faut aussi réfléchir à d'autres manières de faire ensemble. Axel, peut-être, tu avais une question. Merci effectivement, Caroline, pour nous aider à sortir un peu de nos modes de pensée et peut-être de réfléchir à d'autres collaborations avec des marques régionales plus installées ou autres, de faire des partenariats. Axel, tu avais une petite question? Oui, alors moi
Excusez-moi, je reprenais les questions. Il y avait alors, ça a fait beaucoup réagir, Caroline, ce que vous disiez concernant la présence digitale. Il y a pas mal de personnes qui nous demandent une liste de prescripteurs éventuellement. Et ensuite, au niveau des questions, en fait, il y a pas mal de questions sur le rapport entre les pop-up et les salons. Certains se demandent si les salons deviennent moins attractifs pour le public que les pop-up, ou est-ce que les deux peuvent être complémentaires? Ça, c'était une première question. Il y a aussi la question du mélange toujours entre artisanat et artiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en règle générale, sur la valorisation des savoir-faire à l'intérieur des pop-up. Alors, c'est vrai qu'on revient donc là sur ce côté digital et sur ce côté trouver les bons agents. En fait, lorsqu'on défend les valeurs d'une marque au sein d'un pop-up, parce qu'on est là pour ça, hein, on donne de soi-même, hein, et on est les ambassadeurs de la marque. Donc la marque, c'est vrai, là je comprends, quand pendant 10 heures, ils sont dans leur atelier, on leur demande pas d'être là, on leur demande d'être là pour accompagner, mais c'est nous qui faisons la mise en scène. On est des metteurs en scène dans les pop-up. On organise, on raconte l'histoire. Après, effectivement, il faut, un tant soit peu, que l'Instagram, même s'il est petit, mais qu'il soit très cohérent et qu'il y ait un univers. Les clients qui viennent dans un pop-up, ils ont besoin d'être transportés, qu'on leur raconte une histoire. Et l'univers du pop-up doit correspondre doit raconter l'univers de la marque. Donc, il n'y a même pas que le produit, c'est quelque chose de beaucoup plus complet. Mais on est là pour ça, pour aider les marques et les accompagner dans leur storytelling, en fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, Nathalie, et répondre en même temps à une question de Julie que je vois, sur est-ce que c'est encore d'actualité les boutiques éphémères. Ce qu'on voit quand même avec la réouverture d'après Covid, c'est que le retail classique, c'est quand même un petit peu essoufflé. Quand on a des boutiques et un réseau de boutiques, même si on n'en a qu'une seule, on sait à quel point, ou même parfois quand on est artisan métier d'art et qu'on a sa boutique, on sait le temps que ça peut prendre de tenir la boutique, de présence, de conseiller, de renseigner les clients. Donc, c'est beaucoup de frais fixes pour des gens qui ont une ou plusieurs boutiques en propre. Et on a quand même, là, on l'a vu d'après Covid, quand même, on a un essoufflement de trafic et d'achat au sein de toutes ces boutiques. La boutique éphémère ou le pop-up, hein, c'est la même chose. Hein, il y en a, c'est la version anglaise, voilà. C'est que souvent, c'est le but d'ailleurs de la boutique éphémère, c'est qu'elle est au bon moment, au bon endroit. Donc, elle permet de réduire les coûts fixes. Et en revanche, même si elle est, comme tu le disais, Caroline, cette notion de web to store, c'est-à-dire d'utiliser le digital pour aller après en physique, on l'avait vu, nous, l'année dernière aussi, notamment à Caen, à la boutique pop-up de Caen. On avait un tiers des personnes qui venaient pendant le pop-up qui avaient vu les live shopping. Donc, à un moment, on a beaucoup, et heureusement, on a encore beaucoup de personnes qui aiment venir en boutique pour déjà peut-être rencontrer les créateurs comme ce que tu fais à la Galerie Joyce, et puis aussi pour acheter finalement, parce que l'acte d'achat, il est quand même bien sympathique en physique. Heureusement, tout ne passe pas par le net. C'est ça, Karine, si je peux juste me permettre de rebondir sur ce que tu disais, nous en plus, au niveau des métiers d'art et des entreprises labellisées entreprises du patrimoine vivant, on est vraiment sur des produits qui sont d'excellence, qui ont une vraie valeur ajoutée à voir, à sentir ou à toucher. Donc, il y aura toujours cet engouement pour le digital. On est tous très concernés et on l'utilise, je pense, au quotidien pour tout un tas de choses. Mais il reste certaines expériences d'achat qui ne pourront jamais être remplacées par le digital. Et donc, en fait, à mon sens, ça ne pourra pas être démodé. Ça va pouvoir évoluer, peut-être aller sur des concepts plus petits, éphémères, itinérants, avec une sélection de marques. Nathalie et Caroline en ont bien parlé. Donc, ça va évoluer. Mais pour moi, la vente en direct, et on le constate, a vraiment de beaux jours devant elle. Et juste avant de passer sur une petite question sur l'export, je rebondis aussi sur la remarque de Julie. Peut-être qu'il va se passer, déjà c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs, sur tout ce qui est la fabrication locale, qu'il s'agisse d'entreprises qui fabriquent localement ou de métiers d'art, comme ce qu'on a vu depuis plusieurs années dans l'alimentaire, c'est-à-dire qu'on a des regroupements d'exploitants
qui mutualisent une boutique locale et qui tiennent à tour de rôle la boutique. Et puis, vous avez des gens comme La Ruche qui dit oui ou d'autres, où vous avez des gens qui le font pour vous. Donc, je pense, Julie, effectivement, c'est important de tomber sur des interlocuteurs qui vont connaître vos préoccupations et qui vont le faire honnêtement. En revanche, là, il ne faut pas se tromper. Et je pense que toutes les quatre, on sait vraiment bien de quoi on parle parce que nous sommes d'abord, notre expertise, c'est le commerce. Caroline, c'est plus, mais bon, c'est que le commerce, ça prend beaucoup de temps. C'est aussi un savoir-faire. Bon, je ne sais pas si c'est un savoir-faire d'excellence, mais en tout cas, c'est un savoir-faire agile, surtout actuellement où il faut être à l'écoute des clients et aussi des entreprises qu'on va représenter. Je voulais juste, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'export, Nathalie, je crois que tu étais la semaine dernière à Milan. Est-ce que, de ce que tu peux, alors évidemment, il était beaucoup plus compliqué de partir pour les entreprises qui avaient l'habitude de faire des salons pour participer à des salons. C'est plus compliqué. Toi, tu reviens donc d'un salon à Milan. Est-ce que tu as trouvé que l'affluence était la même ou c'est plus calme? Alors, le visitorat était très, très fort. Il y avait beaucoup de trafic dans ce salon qui s'appelle le salon Omi Fashion and Jewels. Il y avait très peu d'exposants étrangers, j'avoue. On n'était pas nombreux, mais beaucoup d'Italiens. Le commerce italien, la distribution italienne est très atomisée. Donc, il y a beaucoup de petites boutiques partout en Italie. Et donc, ça a été très, très actif. Moins que le Who's Next de début septembre, qui lui a été fantastique, mais il y avait beaucoup de monde quand même. Alors, c'est pareil sur l'export, parce que c'est vrai qu'il y a eu des salons aussi, des gros salons comme Première Vision à Paris dernièrement, où ils ont eu plus de mal à venir. On voit quand même que les entreprises qui arrivent à exporter actuellement ou à participer à des événements, comme il y en a moins, elles ont davantage de visibilité. On voulait juste en profiter justement de ce webinaire pour vous parler quand même d'une opération que l'INMA porte pour Dubaï et dans le cadre de l'exposition universelle. Axel, est-ce que tu peux juste nous dire 2 mots sur justement l'opération de Dubaï ? Oui, bien sûr. Avant ça, je suis heureuse de constater dans les commentaires que certaines personnes disent effectivement tenir des boutiques et que le savoir-faire passe aussi par du physique et qu'on a quand même beaucoup ce discours à nous dire voilà, le physique c'est fini, et en fait qui constatent une vraie progression, une vraie croissance au sein de leur boutique. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau de l'export, l'INMA a décidé de tester une première région qui est la péninsule arabique avec Dubaï cette année. On va emmener effectivement une petite dizaine d'entreprises du secteur de la décoration, de l'ameublement, toujours un peu dans le domaine du luxe, à Dubaï pendant l'exposition universelle et pendant la Dubai Design Week. Donc, du coup, cette offre était ouverte aux métiers d'art et aux entreprises labellisées EPV. Les candidatures sont terminées. C'est un essai pour l'INMA qui a aussi une personne qui sera détachée sur place toute l'année, donc jusqu'à septembre 2022. On a une personne sur place qui va s'occuper de faire de la veille et également de pouvoir renseigner les entreprises qui seraient intéressées par cette région. Si ça fonctionne bien, et j'en suis convaincue, l'INMA va pouvoir développer en fait d'autres missions export comme ça en lien avec Business France, probablement aux États-Unis ou ailleurs, pour justement aider des entreprises qui sont soit primo-exportantes, soit qui le sont déjà mais auraient besoin de plus de détails et comme on dit, chasser en meute sous le pavillon un petit peu à métier d'art et EPV. Ok, merci beaucoup. Je vois le temps qui file. Je vais d'abord, donc si on doit résumer notre conversation, je pense que les entreprises, qu'il s'agisse de métiers d'art ou entreprises de patrimoine vivant, et quelle que soit leur taille, Caroline, tu ne vas pas me démentir, présence sur le digital, quelle que soit la forme, Instagram, site internet, etc. Tout ce qui peut être une visibilité, en tout cas sur le net,
et d'allier ça donc à des présences terrain plus ou moins longues, soit sous forme de boutique éphémère. Et donc, on va remettre on remettra après, peut-être dans les commentaires, on verra avec le service communication, vos coordonnées à Caroline et à Nathalie pour si les entreprises qui ont participé souhaitent rejoindre. Si je peux juste dire un mot, parce que je vois plein de commentaires sur la boutique va bien, etc. Je pense qu'il ne faut surtout pas comprendre dans ce discours-là qu'il y a une opposition entre les deux. Et on continue à les opposer. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est 360. C'est je suis visible. Mais ça ne veut pas dire que, évidemment, les boutiques, les boutiques nouveau format, nouvelle manière de faire du physique, c'est hyper important. Mais surtout, arrêtons de les opposer. Ce n'est pas le sujet, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est d'autant plus important que, d'ailleurs, dans l'instruction du label EPV, il y a une prise de conscience, c'est que la présence sur le digital, une stratégie digitale est aujourd'hui nécessaire pour obtenir le label entreprise du patrimoine vivant. C'est vrai qu'on ne peut pas… Alors, j'ai vu aussi des commentaires sur le fait qu'il y en a certains, et ça se comprend, avaient peur d'être copiés, mais à la limite, vous ne pouvez plus être à l'abri de ça, parce qu'il suffit que votre acheteur prenne une photo de ce qu'il a acheté chez vous et communique dessus, et c'est sur les réseaux sociaux. Donc, il faut se faire confiance et justement se faire connaître par son savoir-faire en étant assez dynamique sur les réseaux sociaux, d'autant que c'est une culture, mais ça prend… Axel, elle est spécialiste de ça. Ça ne prend pas tant que ça, finalement, si ça devient un réflexe de faire une petite story ou des petites images. Je vous invite d'ailleurs à regarder les stories sur ton site, Nathalie, parce que pendant tes périodes de pop-up, tu fais toujours des stories justement hyper sympathiques qui mettent de bonne humeur déjà. C'est ce que je disais, voilà. Je les fais soit avant dans les ateliers des artistes lorsqu'ils en ont, parce que c'est fantastique, et après au sein de la galerie. Et c'est vrai que c'est toujours des moments qui sont intenses et qui donnent envie après aux clients de venir et d'en savoir davantage sur tous ces métiers d'artisanat. Je vous remercie infiniment. Je crois. Et une dernière question, Axel, parce que là, on va… alors, je vois que beaucoup de personnes demandent le site de Nathalie, les coordonnées de Caroline également. On va faire un mail à toutes les personnes qui se sont enregistrées en vous donnant le lien du replay, en vous donnant également aussi les contacts, en essayant de mettre des réponses à certaines questions qui sont revenues le plus au cours du webinaire. Et merci à tous. Donc, en tout cas, si vous avez des projets pour stratégie, ou on vous orientera aussi vers Caroline, donc Caroline Biandina du cabinet de Harper. Si vous voulez retrouver Nathalie Lacroix, donc prochain pop-up à la Galerie Joyce, donc à Paris, c'est du 1er décembre au 8 janvier 2022, Nathalie, pardon, ce que tu me disais. Et nous, donc, pour l'INMA, on a un autre programme excellent, les pop-up. Et alors, vous pouvez venir nous voir si vous voulez participer, parfait. Mais même si vous ne voulez pas participer cette année, vous pouvez venir nous voir à Nancy du 19 au 21 novembre, à Aix-en-Provence du 3 au 5 décembre, à Caen du 10 au 12 décembre et à Lille du 17 au 19 décembre. Voilà. Et à Dubaï. Donc ça, vous pourrez suivre les aventures également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Et puis peut-être à une prochaine fois, on a plein d'autres sujets encore à voir ensemble. Avec plaisir. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis pour ce webinaire. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.